Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu de ce dimanche, reviendra de long en large, évidemment, sur quelques sujets tels que traités par la rédaction de STV. Mais davantage, nous parlerons des questions animales. Il s'agit ce soir d'essayer d'explorer ce pan-là, sur certains aspects, la fertilité des produits ou alors des animaux, mâles, femelles, la consommation de ces produits-là en termes de qualité, en termes d'exploration, en termes de possibilités pour des pays comme les nôtres. Ce sera le fil conducteur de l'émission de ce soir avec l'expert en la matière. Évidemment, les quelques sujets qu'on va aborder, on reviendra sur la clôture de la conférence des gouverneurs. Vous savez, cette semaine, le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, a rassemblé à Yaoundé les 10 gouverneurs des régions. On parlera du lancement de vacances en SIDA. On reviendra sur la déclaration de la conférence épiscopale nationale qui, évidemment, est remontée contre la procréation assistée telle que décidée par les pouvoirs publics. On évoquera également le taux de change qui fait augmenter la dette du Cameroun de plus de 420 milliards de francs CFA. Je l'ai dit, l'invité, c'est le docteur Jean Fenga. Il est agrégé en sciences animales au département des sciences animales et laitières de l'Université d'État du Mississippi, c'est aux États-Unis. Il a quand même fait ses classes au Cameroun, Bac D du côté de Yaoundé, pour ne citer que cela, notamment au lycée Général Leclerc. Un master en sciences, option reproduction de développement animal obtenu en France, et puis une thèse de doctorat en sciences animales et biologiques, financée par l'Union européenne. Ça, il l'a eu en Belgique durant donc son parcours académique. Docteur Fenga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes de passage au Cameroun, d'habitude vous vivez aux États-Unis. C'est très bien, c'est correct. Donc, je suis de passage au Cameroun pour visite familiale et également pour exécuter certains projets pilotes en reproduction assistée au Cameroun. Avec les pouvoirs publics ou alors sont des initiatives privées? Les deux. D'accord. Les deux, oui. Alors, aux États-Unis, quand vous rentrez, la question qui se pose généralement, c'est la diaspora. La diaspora camerounaise, façon générique, que peut-elle apporter? Comment souhaite-t-elle contribuer au développement? Quelles sont les actions qu'on mène? Bref, vous vous sentez impliqué, concerné par ces questions-là? Bien sûr, bien sûr. Parlant de diaspora, en fait, je ne me suis jamais senti comme étant un membre de la diaspora. Ah d'accord. Plutôt vous êtes essentiellement un Camerounais. Ok. Un Camerounais qui vit à l'extérieur. Ah d'accord. Donc, le terme diaspora ne se prêtait pas vraiment à mon quotidien. Mais dans la nuance, qu'est-ce qui fait la précision? Ouais, la réalité, c'est qu'en fait, quand on prononce le terme diaspora, il y a des connotations qui peuvent être positives ou négatives selon de quel côté on se trouve. Et en fait, et en plus, la notion de diaspora ramène des gens à penser que nous ne sommes plus des Camerounais comme d'autres. C'est-à-dire que des gens oublient que vivant à l'étranger, on a d'autres contraintes. Ces contraintes, très souvent, peuvent pousser des gens à changer de nationalité, entre guillemets. En fait, ce n'est qu'un moyen de mobilité internationale. D'accord. Donc, nous avons tous nos villages au Cameroun, nos ancêtres sont au Cameroun. Donc, personnellement, je n'ai pas encore vu de Camerounais qui ait décidé de rejeter le Cameroun. D'accord. Auquel cas, ce n'est que dans des situations de colère extrême. Alors, maintenant, il faut comprendre pourquoi ces gens sont coléreux au point d'en arriver à ce point. Mais en général, non. Et puis, tout Camerounais que j'ai rencontré, y compris moi, ma génération en fait, nous avons quitté le Cameroun au lendemain de nos diplômes de baccalauréat. Absolument. Dans le but d'aller acquérir des formations et de revenir contribuer au développement du pays. Absolument. Et bien, c'est bien pour cela que je suis là. Tant que les portes sont ouvertes, eh bien, nous serons à la fin. Personnellement, je serai toujours là. Et j'en connais plein. Je connais plein de Camerounais de la soi-disant diaspora qui investissent massivement au Cameroun. C'est vrai qu'il y a des points d'inquiétude, d'anxiété pour certains, ou en général.
Ce qui est logique, en fait, étant au Cameroun, je constate que les mêmes points d'angoisse, d'anxiété sont également partagés par les Camerounais au Cameroun. Donc, c'est pas un truc, c'est pas un truc réservé aux soi-disant. Ça ne peut pas vous décourager, pas de démotivation. Non, 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 non. Pour autant que tout le monde joue franc jeu pour son pays qui est le Cameroun. Et encore, malgré que des gens parmi nous aient une soi-disant nationalité étrangère, je continue à penser que nos cœurs sont au Cameroun. Absolument. Donc, pour cela, nous sentons, je pense, la nécessité, pour ne pas dire l'obligation, de revenir au Cameroun, faire des choses. Et je pense que c'est dans cette même optique que je suis là et avec beaucoup de joie de pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Donc ça me ramène à la question d'entrée. Vous, de l'étranger, s'il faut enlever le c'est vrai, de l'étranger, oui. Justement, comment entrevoyez-vous, comment percevez-vous, comment implémentez-vous votre apport au développement du pays? Cette contribution, elle est diverse. Hein. Je pense que déjà beaucoup de Camerounais à l'étranger contribuent ne serait-ce que par des transferts financiers. J'ai cru comprendre, sans avoir vraiment cherché en profondeur, que les apports des Camerounais de l'étranger représentent quand même au moins sont de l'ordre du milliard par an. J'espère que je ne me trompe pas, mais enfin, c'est des apports assez colossaux. Donc, que ce soit même des millions, en fait, c'est très indicatif du besoin des Camerounais à l'étranger de contribuer au développement du pays. Absolument. Même si c'est par le biais d'aide donnée aux familles, en fait, cet argent reste utilisé au Cameroun et ça fait tourner l'économie nationale. Donc ça, c'est un aspect pour montrer que ceux qui viennent ou qui ne viennent pas contribuent indirectement. Alors, ceux qui viennent, c'est-à-dire qui contribuent directement, je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux, ou alors, du moins, le monde est stagnant par rapport à la proportion au nombre de Camerounais à l'étranger. Et encore une fois, je pense que cet apport direct ne peut que s'accroître au cours du temps. Et personnellement, j'ai passé plus de la moitié de ma vie hors du Cameroun. Et c'est toujours un plaisir de revenir au Cameroun et de pouvoir aider tout ce qu'on peut faire. Cela dit, pour ramener un peu une actualité assez récente, peut-être drôle, mais non moins pertinente, vous avez certainement entendu parler de cette polémique autour de la consommation du beignet haricot. Je fais le lien parce qu'on va parler longuement des questions alimentaires sur le volet animal. Alors, vous avez entendu parler de cette actualité beignet haricot bouilli en termes de toxicité. Ça vous inspire un commentaire en tant que scientifique, en tant qu'expert? Je commencerai en tant que consommateur. Nous avons tous grandi en mangeant du beignet haricot, BHB. Absolument. C'est un lointain souvenir et d'ailleurs j'en ai mangé ce matin. Ah voilà. Donc, toxicité ou pas toxicité, je vous pense y êtes. que nous serons morts déjà depuis bien longtemps. Mais en fait, scientifiquement parlant, je crois aussi avoir lu, je crois sur les réseaux sociaux, cette déclaration, je ne sais plus trop, c'était par un biologiste ou un médecin. Je crois avoir compris que, en fait, cette personne citait le BHB comme faisant partie d'une liste d'aliments qui seraient toxiques dans nos habitudes culinaires au Cameroun. Donc, le BHB en fait partie. Bien, maintenant, comme commentaire personnel, je crois que lorsqu'on fait une déclaration pareille, il faut très souvent apporter des preuves. Absolument. Surtout pour une nourriture qu'on pourrait qualifier de tradition nationale. Donc, il faudrait qu'il y ait des preuves. Ce n'est pas à nous autres consommateurs d'y apporter des preuves, c'est à lui. Donc, que ce soit toxique, c'est fort possible quand on connaît les conditions culinaires. Et puis, je vais bien vous préciser, même l'eau est toxique. L'eau est toxique. Il faut en faire la démonstration. Donc, tout dépend. Vous savez qu'en termes de déclaration, il faut démontrer. Vous ne pas non plus. Tout à fait. Non, en fait, c'est une façon de dire que tout ce qu'on consomme est potentiellement toxique. Absolument. Tout dépend de la quantité. Absolument. Donc, le haricot, enfin BHB, il peut l'être
je ne peux pas dire qu'il est toxique puisque je n'ai pas d'éléments suffisants ou même des données statistiques parce qu'il faudrait des choses pareilles. Absolument. Avoir un groupe contrôle versus un groupe traité, on va dire, hein, c'est-à-dire les gens qui mangent le BHB pendant des mois versus un groupe qui ne le fait pas et que ces deux groupes soient contrôlés scientifiquement par des prélèvements sanguins, par exemple. Pour voir dans le cas présent, je crois ce qui pourrait relever d'une certaine toxicité, entre guillemets, ce serait les quantités d'huile dans le beignet utilisé, dans le haricot utilisé, la qualité des huiles utilisées. Est-ce que ces huiles sont renouvelées à chaque fois ou alors ce sont des huiles... Une réutilisation. Exactement. Donc ça, on n'en sait rien. Donc, en fait, ce biologiste ou médecin aurait peut-être pu donner des indications dans ce sens-là. Et si ce n'est pas le cas, au moins nous donner des statistiques. C'est-à-dire que, donc, comme j'ai dit, ce groupe, donc, on peut faire des analyses générales de sang au temps zéro, en début d'expérience, et au bout d'un mois, on réanalyse les données sanguines biochimiques pour voir, par exemple, s'il y a des augmentations flagrantes de certains éléments tels que le cholestérol et bien d'autres. Donc, sur ces bases-là, on pourrait déterminer si effectivement ça peut être toxique ou nocif à la santé. Donc, à présent, je crois que je mangerai encore. Ah, bon appétit. Alors, cela dit, autre chose, puisque nous y sommes, mais on va progressivement entrer dans le thème qui nous intéresse. Quand vous observez les habitudes alimentaires, le choix des produits que nous consommons ici, la viande blanche, la viande rouge, des légumes et bien d'autres, vous dites, que vous dites-vous? Sujet intéressant. Vous avez bien précisé viande blanche, viande rouge. Absolument. Pensez-vous honnêtement que le Camerounais, quand il va marcher, il s'associe pas la couleur, la viande? Ah non, du tout. Le soya au bord de la route, c'est la première brochette qui va dans la bouche. Voilà. Et puis, quand il faut préparer, en fait, c'est le moins cher. C'est en fonction de la bourse. Absolument. Exactement. Ce qui est dommage, en fait. Parce que là, ça veut dire que nous sommes contraints à nous nourrir en fonction de la bourse. Absolument. Et qui vraiment pourrait entraîner des carences alimentaires ou, oui, effectivement. Et donc, c'est un problème. Et je pense que des choses doivent être faites pour que l'équilibre des entrées alimentaires, du moins en source protéines animales, soit équilibré. Comment faire, ça c'est un autre sujet. On en parle dans un moment. Le temps pour nous peut-être de prendre déjà le premier reportage de cette émission de ce dimanche. On va essayer de refaire le film de la conférence des gouverneurs qui a eu lieu à Yaoundé en début de semaine, sous le regard de Olivier Bouzike et Thierry Honte, les chefs de terre, si on peut les appeler ainsi, sous la présidence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, ont essayé de reparcourir dans les questions de l'heure. Évidemment, les problèmes de sécurité sont un enjeu. Nous sommes en vacances et bien d'autres sujets étaient au menu de cette rencontre. Suivez ce reportage de Olivier Bouzike. Après 2 jours d'échanges intenses, le ministre de l'administration territoriale, les 10 gouverneurs et les experts conviés ont pris d'importantes résolutions sur les multiples sujets évoqués au cours de cette première conférence semestrielle de l'année 2022. Lorsqu'ils vont rentrer, ils vont sensibiliser les populations sur les prescriptions du chef d'État. La vie chère, l'inflation, qu'est-ce que nous faisons pour juguler, n'est-ce pas, cette crise qui ne dépend pas forcément de nous. Particulièrement en ce qui concerne les défis sécuritaires, Paul Atangandi appelle les forces de défense et les populations à une parfaite synergie d'action sur le terrain. Sans la sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Nous avons les défis sécuritaires dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'extrême nord. Et aujourd'hui, à travers les rapports des gouverneurs, nous constatons que la situation sécuritaire est globalement sous contrôle. La paix revient progressivement dans ces régions. Nous constatons que les écoles sont en train de fonctionner, les commerces fonctionnent à nouveau. Et c'est donc le moment d'interpeller les partenaires politiques qui sont les partis politiques. Le chef d'État, Paul Biya, ne veut plus de la pensée unique. Mais ce que nous disons aux partis politiques, aux ONG, travaillez dans le cadre de nos lois, en respectant nos lois. Sinon, on vous applique donc cette
théorie selon laquelle l'orphelinat ne se moque pas de la charité. Aussi, les exposés d'experts, celui de Luc Magrambaga Tangana sur l'inflation et celui du ministre de la Santé publique, le Dr Malaouda Malachi, sur la prolifération des établissements sanitaires clandestins, ont abouti à de nouvelles mesures draconiennes en vue de lutter non seulement contre l'inflation, les formations sanitaires clandestines, mais aussi contre la consommation des drogues au sein des établissements scolaires. Voilà, revenons donc à notre invité du dimanche, Dr Jean Fengan, je l'ai dit. Alors, je le rappelle, il est agrégé en sciences animales, c'est peut-être pas courant. Son intérêt majeur est porté sur la reproduction et le développement des animaux de ferme, avec un accent poussé vers la compréhension des cellules reproductives et embryonnaires pour une meilleure fertilité des animaux en production laitière ou viandeuse, dans les contextes physiologiques changeants. Bon, vous avez vu comment j'ai ouffé, donc je veux dire, tout ça là, il s'agit de quoi? Comment fait-on pour y arriver? Je veux dire en termes de parcours, en termes d'expérience, en termes d'expertise. C'est quoi le chemin? Bien. Difficile de le dire a posteriori de la sorte. En fait, si je recommence, je pense que peut-être le fond de votre question, mon parcours éducatif, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit au début, donc, je suis un produit du lycée général Leclerc de Yaoundé, que j'aime bien toujours prononcer partout où je vais. Et je tiens également à remercier mes enseignants de l'époque, pour ceux qui me reconnaîtraient. Et c'est grâce à eux que j'en suis là. Absolument. Vraiment, et mon voyage au Cameroun, mes voyages au Cameroun, en fait, c'est pour pouvoir leur retourner ces remerciements de leur travail fait à l'époque. Donc, grâce à eux, j'ai pu avoir une inscription directe universitaire à l'étranger, en France notamment, où donc j'ai pu par la suite avoir mon master en sciences animales. Alors vous direz pourquoi en sciences animales? Parce qu'à l'époque, mes parents auraient souhaité que je fasse médecine. Eh ben oui, j'ai commencé par la médecine, mais malheureusement, ce n'était pas ce que je voulais faire. Vous savez, pour les profanes comme nous, sciences animales, médecine, à la limite, surtout quand on est bac D, on se dit, c'est la même... Tout à fait. Et la preuve, c'est que mes parents, jusqu'à très peu seulement, n'ont jamais su ce que je faisais. Ils pensaient que vous étiez médecin. Oui, ils ont compris que je suis médecin. Ah oui, médecin. Mais après, quand j'insiste... Peut-être dans le couloir des animaux, mais vous êtes médecin. Attends, toi, tu es quel type de médecin? Je dis, les animaux. En fait, je ne suis même pas médecin. Ça a pris du temps. Voilà. Donc tu es pour les animaux, alors je dis oui, ça va. Oui, pour les animaux. Mais en fait, ça me permet de comprendre à peu près les problèmes que nous avons en fait. Nous ne savons pas encore distinguer les différentes disciplines scolaires ou académiques qui pourraient avoir des impacts différents dans nos sociétés. Alors, on ne comprend pas qu'il y a une différence entre un médecin et un scientifique biologique. Enfin, nous sommes tous des scientifiques à la base. Absolument. Après, il y a quelqu'un qui va décider de travailler directement sur l'être humain, qui serait dans ce cas un médecin, et l'autre en médecine vétérinaire, donc sera un vétérinaire. Et puis, à la base de tout cela, il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle un scientifique biologiste, parmi lesquels moi. Donc voilà, et donc pourquoi est-ce que je suis allé vers les sciences biologiques animales? Tout simplement parce que, parcours faisant, je me suis rendu compte qu'un scientifique biologiste, c'est très important parce que je pourrais intervenir sur les deux aspects, animal et humain. Et ça, on en a besoin au Cameroun. Donc ça, c'était ma réflexion à l'époque. Je pourrais facilement intervenir sur le plan animal, sur le plan humain. Ça, c'était très bien. Et par la suite, pourquoi chez l'animal? Ça, c'est une anecdote. Quand j'ai travaillé chez les animaux, en France, où j'ai eu mon master, travaillant beaucoup plus chez les porcins et les équins, notamment la truie chez le porcin. Et au passage, nous avons eu les premiers embryons porcins transmis dans le monde, produits in vitro au stade transférable
et avoir eu des porcelaines vivants. Votre université Moi. sous-entend. Ah, ok. Oui, Vous étiez la première personne? en France, oui. Ah, d'accord. C'est en et quelle donc, année? 80, non, non, 1999, dans les Ok. porcelaines, dans la mise au point Ok. du système de production in vitro. Ok. Donc, aller aux abattoirs chercher du matériel ici donc, qui sont appelés des ovaires. Ouais. Donc, c'est l'équivalent des testicules chez le masculin. Donc, à partir de là, récupérer l'équivalent des spermatozoïdes qui s'appellent ovocytes. Donc, que nous avons manipulé au laboratoire, enfin manipulé, c'est-à-dire les mettre ensemble dans des milieux de culture adéquats. Et ensuite, donc, avoir permis ces embryons de se développer après fertilisation jusqu'au stade blastocyste. Enfin, c'est le stade ultime après lequel l'embryon ne pourrait plus être transféré. Donc, ça, c'était une première qu'on faisait à ce stade-là et qu'on a transféré chez des receveuses truites. Et nous avons eu des porcelaines nées par là. Donc, ça veut dire que nous avons pu maîtriser la technique de maturation qu'on appelle maturation ovocytaire de la cellule reproductrice femelle et les féconder et pouvoir les cultiver, avoir des embryons viables. Donc ça, c'était le master dans porcin et puis et du coup, je me suis dit, il faut que je maîtrise l'aspect mâle, donc j'ai pris le côté chez les équins. Ça m'a donné la chance de travailler avec beaucoup de chevaux. Ça, c'était intéressant. Et puis en thèse, donc grâce à tout cela, j'ai eu cette bourse en Belgique où j'ai travaillé beaucoup plus chez les bovins, le fameux bleu blanc belge. J'y ai passé un certain nombre d'années intéressantes. Et donc voilà, après toute cette expérience, je me suis dit, tiens, je vais la parfaire au niveau humain. Donc maintenant, j'ai le bagage basique nécessaire pour pouvoir aller chez l'humain. Parce qu'en fait, toutes ces expériences, on ne peut pas les faire chez les humains. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, sachant exactement que j'ai la compétence, l'expérience requise, donc voilà comment je me retrouve recruté pour un postdoc aux États-Unis en clinique en fertilité humaine. J'y ai passé 2 ans, c'était très intéressant. Malheureusement, j'ai vite compris que c'était risqué, notamment aux États-Unis. Donc, les techniques de procréation médicalement assistée coûtent cher. Et cela engendre très souvent des problèmes sociologiques. Absolument. Parce que pour un couple suivant ce traitement, c'est très délicat parce qu'en fait, c'est un couple qui est dans ce besoin urgent d'avoir un bébé. Absolument. Ça coûte cher. Donc, quand ils viennent, ils ne comprennent pas que le succès est garanti. Ce n'est pas du 100%. Donc, quand ils viennent, après avoir payé autant d'argent, ils se disent qu'ils auront un bébé. Absolument. Et ça ne marche pas toujours. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu te rends vite compte qu'aux États-Unis, il y a des poursuites judiciaires qui sont très rapides. On a très vite fait d'accuser quelqu'un. Alors, remarquant que je pouvais faire partie des personnes potentiellement accusées à tort, et donc, au bout de 2 ans, j'ai décidé que j'allais retourner chez les animaux. Parce qu'au moins, chez les animaux, il n'y a pas ces problèmes. Absolument. Et puis, ça permet de développer la science en faisant la recherche. Ah oui, 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 tout à fait. Donc, pour le matériel, il suffit d'aller aux abattoirs. Bon, aux abattoirs, le matériel, il est gratuit pratiquement. Et donc, voilà un peu la motivation de retourner chez les animaux, donc, qui m'ont ramené là où je suis. Et en cela, donc, ça m'a permis, vraiment, je ne pourrais jamais regretter ce changement. Vous êtes épanoui dans ce domaine? Oui. Donc, ça m'a permis de voyager un peu partout, soit des formations, soit des trucs, pour, en fait, puisqu'il y a, je pense qu'on va en parler, les challenges que nous rencontrons par rapport à la production pour satisfaire les marchés, ainsi de suite. Absolument. D'ailleurs, avant d'y arriver, on va prendre le deuxième reportage de l'émission. On va effectivement aborder les challenges, mais essayons de voir ce qui se fait dans le cadre de vacances sans sida. Vous le savez, c'est une tradition désormais au Cameroun faite par le ministère de la Santé publique. Cette semaine, Manaouda Malachi était à Yaoundé à nouveau pour lancer l'édition de 2022.
La consommation des drogues en milieu jeune prend des proportions inquiétantes. Selon le ministère de la Santé publique, 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. 60% de ces consommateurs ont entre 20 et 25 ans. Le gouvernement redoute une expansion du phénomène. La sensibilisation, la mobilisation des jeunes est un élément déterminant dans cette lutte. Nous sommes avec eux, nous sommes derrière eux et nous voulons que désormais nous puissions conjuguer un certain nombre de choses au passé. Outre la consommation de la drogue, les déviances sexuelles battent leur plein en milieu scolaire. Dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans, seuls 33% des garçons et 36% des filles connaissent les moyens de prévention du VIH. La maladie évolue progressivement. Au regard des statistiques, les institutions internationales pensent que nous aurons atteint d'ici 2023, n'est-ce pas, les 95-95-95. Ce sera une première pour la sous-région parce qu'aucun pays n'approche encore ces statistiques. Du 10 au 31 août 2022, la campagne Vacances sans sida lancée ce jour va se déployer dans les 10 régions à l'effet de sensibiliser parents et enfants sur les dangers des drogues et des violences sexuelles. 650 pères éducateurs ont été recrutés pour l'occasion. Ils procéderont par des causeries, dépistage volontaire, distribution des préservatifs masculins et féminins avec des démonstrations d'usage à la clé. Au moins 2 millions de personnes sont ciblées, dont 80% de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Évidemment, la prise de conscience chez ces jeunes, évidemment, qui sont en vacances au regard de tous les défis en pareille circonstance. Cela dit, venons-en aux challenges alimentaires globaux et particulièrement pour des pays en voie de développement comme le Cameroun. Docteur Fungam, cette question-là, c'est des questions de croissance démographique, c'est des questions de changement climatique. Je voudrais faire une petite digression en parlant par exemple de la récente crise qu'on avait avec le blé. Il lui fallu que y ait la Russie et l'Ukraine, les plus grands, qui comptent parmi les plus grands producteurs de cette matière, qui soient en guerre pour que le monde tremble, que le monde ait faim. C'est dire que la problématique, elle est pertinente. Hein. Eh oui, eh oui. En fait, cette guerre, en fait, oui, ce conflit, en fait, nous révèle la fragilité dans laquelle nous vivons. Absolument. Quant à la distribution des produits alimentaires dans le monde. Par rapport à cette crise et ses impacts avec le Cameroun, enfin l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, je crois que cela devrait nous rappeler qu'il est très important pour nous de produire localement. C'est un produit dont les besoins sont vraiment nécessaires, les besoins vitaux en fait. On a besoin de les produire. Ici, donc, je pense que le problème était beaucoup plus lié au blé. J'espère que ce n'est que ça. Bon, moi en tant qu'humain camerounais, avons-nous vraiment besoin du blé pour survivre au Cameroun? Ça, c'est une question basique que je me pose. Hein. S'il y a autre chose que ça, oui, ben, je le comprends, mais le blé... Et je crois savoir que le Cameroun a produit du blé à un moment donné, ou la saut des blés, si je me trompe pas. Et non seulement ça, mais certains estiment quand même qu'il y a des parties du territoire qui sont fertiles à la production de cette matière. On en a besoin quand même pour le pain qu'on consomme, même si beaucoup estiment que c'est une habitude alimentaire qu'on peut changer pour des habitudes plus traditionnelles, d'autres choix plus traditionnels. Bah, vous l'avez bien dit, hein, c'est tout à fait la réponse que j'aurais pu avoir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger de ce pain de blé? J'étais en Guyane anglaise en mai dernier, en pleine crise du blé. Absolument. Je vous assure que tout le temps passé là-bas, plus de 2 semaines, jamais j'ai vu du pain. Et les gens déjeunaient le matin, les gens le petit déjeuner, comme on dit, déjeuner, tout ça. La vie continuait, il n'y avait aucun problème. Là, je me suis demandé, mais enfin, ce pain de blé-là, est-ce qu'on en a réellement besoin? Et j'ai commencé un peu à m'interroger et chercher des informations pour me rendre compte que, même ici au Cameroun, il y a des gens qui proposaient des pains à base, je crois, de manioc, oui. D'autres dérivés, effectivement. Alors, une fois arrivé sur place, j'étais curieux d'aller, je crois que je suis allé à Santa Lucia, voir si je pouvais trouver cela. Je ne pense pas
Ils m'ont regardé comme un fou. Mais justement, en fait, cette situation, c'est une occasion, c'est une grosse occasion pour nous de pouvoir se reset. Absolument. Reset our... Se remettre en cause. Oui, en fait, oui, c'est ça. Se dire, mais en fait, est-ce qu'on a réellement besoin de cela? Vous avez dit, c'est une habitude alimentaire. Une habitude peut être changée. Absolument. Nos grands-parents, nos ancêtres, est-ce qu'ils vivaient du pain de blé? Nous en sommes accommodés. Le bâton de manioc. Voilà. Vraiment. Bon, pas forcément le bâton de manioc dans ce cas-ci, mais on peut les transformer, puisque bon, peut-être qu'on va en parler, la transformation alimentaire. Donc, pour être transformé, cela, tel que j'ai entendu, faire du pain de blé, enfin, pain de Patates, manioc, autres. Et je crois que j'ai vu des images de télé qui montraient des gens qui sont bien débrouillés avec de ce genre. Ça, c'est des choses qu'on devrait peut-être promouvoir. Et puis, bon, maintenant, pour revenir, je crois qu'on a parlé... Donc, ça, c'est ce genre de conflit. Ce sont des choses unpredictable. We cannot predict. Imprévisible. Imprévisible, c'est ça, oui. Et donc, vous avez parlé de changement climatique, croissance démographique. Ça, on doit y faire face. Nous n'avons que très peu de contrôle par rapport aux deux phénomènes, lesquels sont capables de sérieusement mettre en cause la sécurité alimentaire, notamment dans nos pays. Pourquoi dans nos pays, en fait? La croissance démographique, elle est réelle. On n'a qu'à voir au Cameroun. Je pense qu'il y a encore 2-3 décennies, nous étions peut-être à 15 millions. Absolument. Et bien maintenant, nous en sommes à combien? Près de 25, 30. 2 décennies plus tard. Et donc, si on continue cette lancée, il est clair que d'ici 2035-2050, nous serons peut-être à 50 millions. Et rappelez-vous, la surface du Cameroun ne va pas changer, elle sera la même. Exact. Ça veut dire que la densité de population par kilomètre carré ne va faire que s'accroître. Donc, du coup, on aura des problèmes par rapport entre l'urbanisation et les terres arables ou alors fertiles disponibles à l'agriculture. Donc ici, je dis bien l'agriculture, donc qui mélange donc les productions agricoles et les productions animales. Donc, ce ratio va changer donc, entre les surfaces urbanisables et les surfaces agricoles. Absolument. Et ça va causer un gros problème. Il faut qu'on s'y prépare. Donc c'est pour cela que nos pratiques agro-pastorales doivent changer pour s'adapter à cette réduction inéluctable des surfaces. Changement climatique, ça ne nous aide pas, ça ne fait qu'empirer les choses. Absolument. Je me souviens quand je pars du Cameroun, en survolant le lac Tchad, il y avait un vrai lac, vu d'avion. Et là, nous sommes à environ 11 kilomètres. Enfin, avant même d'y arriver, désormais, quand tu y passes, des décennies plus tard, bah, même avec une loupe, on a du mal à voir le lac Tchad. C'est clair que l'impact du changement climatique a eu lieu. Le lac Tchad, j'y ai jamais été. Je suis sûr que les gens qui y vivent pourront confirmer ce que je dis. La surface du lac a diminué, donc les activités Agro-pastoral. oui, dans la région, la aussi. pisciculture, tout cela a diminué. Et vous imaginez l'impact social, socio-professionnel qu'il pourrait y avoir. Donc, beaucoup de gens se retrouvent sans emploi. L'alimentation a dramatiquement changé. Des migrations se font. Et ceci touche aussi bien les producteurs agricoles et les producteurs animaux. Et qu'est-ce qu'il en sort? Des conflits. Absolument. Des conflits tribaux, des conflits entre les producteurs, les éleveurs et les agriculteurs. Et ça encore, voilà encore une autre conséquence liée liée au changement climatique. Donc, comme je disais, la population s'accroît. Absolument. La densité augmente dans des zones au kilomètre carré. Absolument. Très peu d'espace dédié à l'élevage et l'agriculture. Et en plus de cela,
il y a le changement climatique qui ne facilite pas les choses. Et je peux vous assurer, si rien n'est fait, on sera dans de sérieux problèmes. Alors, si rien n'est fait, parce qu'il y a plusieurs façons de résoudre le problème. On peut résoudre le problème de façon cosmétique. Ça veut dire qu'on ne fait que repousser le problème à plus tard. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon voilà, on a ce problème, voilà, on ne va pas y réfléchir. Plutôt, on va plutôt importer. Oui, mais à un moment donné, on n'aura plus d'argent pour importer. Et on pourra toujours importer, mais si la population ne cesse de grandir, l'importation ne sera jamais suffisante pour couvrir la demande. Absolument. Ou les demandes, plus exactement, les demandes du marché. Donc, il faudrait vraiment que nous tous, donc, tout à l'heure, vous avez parlé de la diaspora, bon, les Camerounais vivant à l'étranger, les Camerounais vivant à l'intérieur, il faut qu'on s'accorde afin de trouver une solution à ce potentiel désastre qui nous attend. Juste. Si ce n'est pas nous, c'est certainement les générations futures. Et vous parlez d'importation, justement, je voulais avoir quelques éléments. Par exemple, sur la nourriture seulement, on parle d'1 milliard 199 682 894 francs d'importation contre 1 milliard 54 millions seulement d'exportation. En fait, la balance commerciale est forcément déficitaire dans ce sens. Donc, quand vous voyez alors, bon, je ne connais pas tous les détails de la chose, mais si on se focalise uniquement sur la quantité de milliards dépensés pour importer, si une partie était mise sur place, investie sur place, je crois qu'on aurait produit plus et c'est du sustainable. Donc, on pourrait produire... Oui, les effets ne seront pas immédiats, mais au moins à moyen, long terme... En fait, on anticipe, on fait de la prévention sur l'explosion démographique qui pourrait, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans les prévisions, être un autre défi. Et autre chose, très souvent j'ai des discussions assez chaudes avec des collègues occidentaux, enfin quand je dis occidentaux, ça dit blanc, par rapport à la démographie galopante d'Afrique, parce qu'il faut la dire, elle est galopante comparée aux autres, hein, tout est relatif. Elle dit oui, mais en Afrique, on ne peut pas continuer, le taux de fertilité est trop élevé. Je dis, bah, c'est bien. Elle dit, mais attends, comment tu trouves ils ne vont pas se nourrir plus tard. Oui, ils ne vont pas se nourrir. Il dit, bah, écoutez, je vous rassure que ça diminue, hein, parce qu'à l'époque, nos parents, grands-parents, c'était du 10 enfants par famille, hein, par couple. Absolument. Et là, maintenant, il est tombé à 3. Si vous trouvez toujours que c'est beaucoup, attendez, il faut que vous faites allusion, il faut que vous regardez le taux de mortalité. Parce qu'il y a une différence, le taux de natalité, le taux de mortalité. Donc, si le taux de mortalité augmente, il n'y a plus personne qui reste. Ça, c'est sûr. Et donc, le continent va se vider. Un rappel quand même, hein, parce qu'on est dans un continent très grand par rapport à ce qu'on dit. L'Afrique est sous-peuplée. Ça, il faut qu'on le sache. L'Afrique a une superficie, je pense, d'un peu plus de 30 millions de kilomètres carrés. Absolument. Pour seulement 1,4 milliard d'habitants. La Chine, elle seule, est autour de 10 millions de kilomètres carrés, mais possède 1,3 milliard d'habitants. Alors, dites-moi lequel continent, enfin, si on appelle continent, est sous-peuplé. C'est quand même pas l'Afrique. Alors, vous prenez encore l'Europe, en gros, à peu près 10 millions de kilomètres carrés. Ils sont combien? Vous prenez l'Amérique, c'est pareil, 10 millions de kilomètres carrés. Ils sont combien? Alors, et on va nous dire que nous sommes surpeuplés, nous sommes nombreux. Enfin, on ne dit pas surpeuplés, on dit tout ça. Il faut souvent comprendre la sémantique. Absolument. On n'utilise pas le terme surpeuplé. On dit vous êtes nombreux. Donc, vous dites que les enjeux de domination sont également sur ces aspects-là? Oui. Parce que la réalité, c'est que si on n'a pas assez de personnes, absolument, ça veut dire que notre marché de consommation est faible. Absolument. Il est faible. Et encore, la main-d'œuvre, on n'aura pas de main-d'œuvre. Donc,
Et quand on voit toutes les ressources que nous avons, ben, qui va les exploiter? Quelle sera la main-d'œuvre? Qui va les acheter? Qui va les acheter? Donc, il faut qu'on produise. Donc, il veut dire l'importation, c'est bien. Mais il faut savoir quoi est-ce qu'on importe et à combien on importe, quelle quantité. Mais dans ces questions-là, pour vous, dès lors, quels sont les enjeux donc, de la reproduction assistée au regard de ces problématiques que vous relevez? Bien. Très bien qu'on revienne un peu, c'est ça que je connais bien. Faut préciser, reproduction assistée, oui. Bien entendu, on dit reproduction assistée qui fait allusion comparée à la reproduction naturelle. Absolument. Okay. Et donc, la reproduction assistée en elle-même, j'en entends parler, les gens en parlent souvent, je crois, mais sans pourtant bien comprendre un peu ce que cela veut dire. En fait, la reproduction assistée possède plusieurs approches. Donc, la première des techniques liées à la reproduction assistée, c'est-à-dire, c'est de jouer avec le mâle, et qu'on appelle l'insémination artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, avec le même mâle, on peut inséminer plusieurs femelles. Okay. Donc, ça veut dire qu'un taureau, par exemple, lorsqu'il a un éjaculat, en général, enfin, quel que soit le mâle, il a un éjaculat pour une femelle, ça fait un petit. Donc, dans le cas des bovins, on dira donc un taureau qui s'accouple avec une vache donnera un veau. Okay. Alors, ça c'est en reproduction naturelle. Absolument. Donc, et maintenant, si on utilise la première des techniques reproduction assistée qui est appelée donc insémination artificielle, on pourrait prendre le même éjaculat de taureau, fractionné, et l'utiliser désormais pour inséminer au moins 50, pour ne pas dire 100 vaches. Donc, le même éjaculat qui en reproduction naturelle vous donne un seul veau, désormais vous pourrez en obtenir au moins 50. Centaine, absolument. Donc, vous voyez, c'est une technique, en fait, qui vous permet de mieux sélectionner vos mâles. En fait, c'est ça qui serait important pour nous, puisque vous voyez que dans cette problématique de réduction d'espace agropastoral, au lieu d'avoir 20 mâles dans l'espoir qu'ils seront peut-être reproductifs, vous n'avez que le meilleur, un seul. Donc, au lieu de passer votre temps à vous occuper des 20, disons 5, ça coûte cher. Absolument. Que d'en avoir un et qui soit le meilleur. Tout ceci n'est possible que quand on comprend, oui, mais la sélection est basée sur des connaissances physiologiques et biologiques de l'animal. Les gens, tu peux la pratiquer en lisant, en regardant YouTube, tu peux. Mais si tu ne connais pas l'essence même de la question, l'impact économique n'y sera pas du tout. Donc ça, l'insémination artificielle donc, qui nous permet ici de pouvoir sélectionner les meilleurs mâles. Et puis la deuxième, c'est le transfert embryonnaire. Il faut dire que plus on avance dans les techniques, plus elles sont compliquées. Donc vous voyez, la première permettait donc la sélection du mâle, c'est facile. La deuxième, c'est du transfert embryonnaire. Là, ça implique 2 acteurs, pour ne pas dire 3. Donc, il faut pouvoir produire des embryons. Oui, il faut savoir. Et en plus, il y a beaucoup de sous-étapes. Donc, il faut avoir une femelle. Par exemple, la vache va te donner un seul embryon par cycle. Cycle ovarien. On ne va pas entrer dans les détails parce que, il faudra une autre étape pas trop pour technique cela. non plus. Donc, elle va vous produire un embryon. Alors, puisque je connais la physiologie de la reproduction, je peux m'arranger à ce que cette vache puisse m'en produire plus. Mais le problème, si elle m'en produit même 5-10, le problème, c'est qu'elle ne peut pas porter une gestation de 10. Exact. Elle aura toujours une. C'est mieux d'avoir une que 2. Donc, je vais pouvoir récupérer ces 10 embryons. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ceux qui voudront savoir plus, on pourra discuter parce que c'est plus compliqué que ça. Mais là, j'essaie de faire simple. D'accord.
elle en a 10, alors je récupère 9. Ou alors, si je ne veux pas de cette vache-là, si je veux l'utiliser, c'est une vache d'élite, je récupère tous les 10. Cette vache me devient une vache de production d'embryons. OK. Donc, je récupère les 10, je transfère à des receveuses, 10 autres receveuses. Et vous voyez que sur le même cycle, cette vache qui aurait dû me donner une seule, j'en ai 10. Absolument. Vous voyez qu'avec ça, je peux mieux, par exemple, dans la technique de production, sélection pour la production laitière, donc je pourrais avoir les meilleures productrices de lait pour pouvoir augmenter la descendance. Donc ça c'est la deuxième technique. La troisième, ce qu'on appelle la production d'embryons in vitro. Donc là, tout se fait en laboratoire. Donc je pense quand vous voyez ici les laboratoires en FIF humaine, PMA, Procréation médicalement assistée. assistée. On en parle d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage qui va suivre. Et ça, voilà. Non, mais je vous laisse poursuivre déjà. Donc, en fait, le bébé est fait, la fécondation se fait in vitro. Okay. Donc, vous allez chez le mâle, vous récupérez les spermatozoïdes, vous allez chez la femelle, vous récupérez les ovocytes, et on les met ensemble dans un tube, entre guillemets, au laboratoire, dans les conditions optimales qui reflètent les conditions de la femme qui reçoit tous ces deux gamètes, assurer la fécondation et ensuite le développement embryonnaire de l'embryon qui résulte de la fécondation. Donc, très souvent, en fonction des espèces, après fécondation, l'embryon peut être totalement développé in vitro jusqu'au stade ultime du transfert. Du transfert. Pas la naissance. Pas encore. Pour le transfert. C'est un stade généralement. Et ça peut prendre combien de temps? Entre 7 jours. 7 jours. Oui. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est le stade qu'on appelle blastocyste. Okay. À partir de ce stade, on a un beau ballon avec deux types cellulaires. Un type cellulaire qui donnera le fœtus et l'autre les annexes extra-embryonnaires. Donc, c'est de cela que je parlais quand nous avons fait cette première chez l'embryon porcin. Puisqu'en fait, à l'époque, chez l'humain, par exemple, les embryons, après fécondation, arrêtaient de se développer à ce qu'on appelle généralement précocement au stade de 4-6 cellules. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus les capacités requises pour pouvoir évoluer et elles meurent. Okay. Mais donc, pour cela, à l'époque, les transferts, il y en a qui le font encore, sont faits, par exemple, en PMA, médecine humaine. Les transferts sont faits peut-être à 2 jours post-insémination, c'est-à-dire fécondation, pour accroître les chances. Et bien maintenant, avec les techniques notamment chez les animaux, on sait comment jouer tout ça. Maintenant, ils arrivent à un stade beaucoup plus ultime. Parce qu'à ce stade, tout ça, c'est de l'argent. Ça, c'est sûr. Au stade blastocyste, on peut les congeler. Bon, on peut en parler plus tard. D'accord. Voilà. Le temps pour nous, effectivement, de prendre cet autre reportage. En fait, c'est la conférence épiscopale nationale qui s'offusque de la décision des pouvoirs publics, évidemment, de reconnaître la procréation médicalement avancée. Pour le clergé national, il pose un problème moral. Reportage. Adoptée au Parlement au cours de la session de juin dernier, la loi sur la procréation médicalement assistée ne fait pas l'unanimité. La conférence épiscopale s'y oppose catégoriquement. Dans une déclaration publiée le 8 août, les évêques de l'Église catholique romaine dénoncent ce qu'ils considèrent comme une violation de la dignité humaine. L'intervention du magistère rentre dans sa mission de promouvoir la formation des consciences en enseignant de manière authentique la vérité du Christ. Les évêques du Cameroun encouragent les recherches scientifiques qui visent à prévenir ou guérir les infertilités qui fragilisent certaines familles. Sauf que si le désir de procréer est bibliquement justifié, l'épiscopal ne légitime pas pour autant tous les moyens d'obtenir un enfant. Les prélats considèrent ainsi la procréation médicalement assistée comme un péché contre le Dieu créateur. Pour cause, disent-ils, la plupart de ces techniques de procréation bafouent la dignité humaine en l'instrumentalisant, ce qui pose de graves problèmes éthiques et doctrinaux. Selon les prélats, substituer l'acte conjugal par une technique de procréation qui s'opère dans les laboratoires contribue à affaiblir la conscience du respect dû à tout être humain. Il s'agit pour eux d'une technique inacceptable et illicite au même titre que la technique de fécondation in vitro, l'avortement et autres recherches allant dans le même sens.
Face à ce qu'ils considèrent comme déshumanisation de la vie, les évêques du Cameroun prescrivent entre autres la promotion du droit à la vie et à l'intégrité physique, la reconnaissance de l'unité du mariage, la promotion des valeurs spécifiques humaines de la sexualité, le respect de la vie et l'intégrité de l'embryon humain, le rejet de la fécondation artificielle. Aux couples qui souffrent d'infertilité, ils recommandent, à défaut des prouesses de la science, l'adoption des enfants. Enfin, aux pasteurs et fidèles, la conférence épiscopale recommande une relecture approfondie des documents de l'enseignement de l'Église sur le respect de la vie naissante. Jean Fenga, en tant que scientifique, en tant qu'expert de ces questions, vous sentez concerné, indexé, coupable? L'Église, le clergé catholique romain interpelle la conscience, la morale de chacun d'entre nous, mais vous aussi les experts. Vous dites? Ouais, bien sûr, je me sens concerné. Absolument. Coupable, je dirais non. Okay. Concerné parce que, comprenant bien la position de l'Église, également, il faut comprendre la position du couple en demande des services des cliniques fertilité, pour ne pas dire infertilité, comme certains le diraient. En fait, c'est vrai que tout couple n'est pas obligé d'avoir un enfant. Mais il y a des raisons qui justifieraient cela. Mais avec l'avancée des sciences, il y a des moyens de pouvoir faciliter ce chemin. C'est vrai que quand on parle de fécondation, enfin de PMA, par exemple, il ne faut pas qu'on mélange tout, hein, parce que j'ai souvent l'impression qu'on mélange l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, et la fécondation médicalement assistée, PMA. Donc, pour l'un, on fait des enfants, des bébés, pour l'autre, on l'interrompt. Alors, c'est vrai que du côté du clergé, on ne va quand même pas encourager les gens à faire de l'IVG. Par contre, il faut chercher plutôt à comprendre pourquoi des gens y vont. Je ne crois pas que ce soit une décision facile pour un couple de faire de l'IVG. Et je crois qu'il faudrait tout un comité éthique pour engager, pour suivre les couples qui s'engageraient dans cette voie. Essayer de comprendre pourquoi. Pour que tout ce comité éthique puisse comprendre, accompagner ce couple vers une meilleure décision. Donc, en fait, ça doit être un comité assez divers. Pas que des scientifiques, peut-être aussi les hommes d'église, société civile. Oui, les hommes d'église, hommes politiques, société civile. Ben, voilà, il faut tous ces gens, bien entendu. Parce que, bon, plusieurs raisons, parce que des gens peuvent courir vers ces techniques sur des raisons complètement fausses. Absolument. Et des raisons insuffisantes. Donc, je crois que ce comité ferait le travail. Des psychologues, des anthropologues. Tout à fait. Donc, bien entendu, il y en a qui, par une activité nocturne, le lendemain se retrouvent pris au piège et décident d'aller vers l'IVG. Ah ben là, ça nécessite discussion à nouveau. Par contre, la PMA, je crois avoir suivi, le clergé n'encourage pas, on n'est pas obligé de faire des enfants par tous les moyens. Oui, c'est vrai par tous les moyens, mais il faudrait peut-être comprendre le pourquoi de ces personnes à courir vers la PMA. Un exemple simple. Un membre du couple, soit le père, soit la mère, peut avoir connu des traitements chimiothérapiques. Et dans ce cas, une fois que la personne potentiellement traitée, devrons-nous empêcher ce couple d'avoir des enfants? Alors, très souvent, comment ça se fait? Donc, bien avant le traitement chimiothérapique, on peut leur faire des prélèvements de cellules reproductives qu'on garde au congélateur. Et une fois le traitement passé, donc, on peut leur permettre de courir à la PMA pour pouvoir avoir des bébés.
Donc ici, en fait, le truc, je crois avoir aussi suivi, on parlait plutôt de l'adoption. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que l'adoption, si on revient au niveau génétique... Ce n'est pas votre chair, ce n'est pas votre sang. Voilà. Donc ça, c'est une façon terre à terre de poser. En fait, vous n'avez aucun lien génétique avec la personne. Et quand vous pensez, il y a des maladies génétiques, il y a. Donc, vous êtes un enfant, et puis après, vous ne connaissez pas le passé de leurs parents, et après, il y a des choses. Ça peut entraîner des frustrations. Ou même les couples qui ont accepté l'enfant le rejettent plus tard. Il faut qu'on y pense également, parce que, ou des couples, parce qu'ils sont fâchés, l'enfant, vont dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Alors que, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas faire l'adoption. Je n'exclus pas l'adoption. Ben aussi, il ne faut pas exclure l'autre option. Parce que dans la PMA, par exemple, dans ce cas, si ce couple, donc on a par l'exemple de ce couple passant par les traitements chimiothérapiques, voudrait avoir des enfants et qu'ils en sont capables, du moins ils produisent des cellules aptes à à créer des bébés, pourquoi pas? Mais le faire par tous les moyens, ça c'est une autre question, parce que suivre le traitement de PMA, de fécondation in vitro, enfin tout dépend si c'est la femme ou si c'est l'homme. Hein. Absolument. Donc les traitements sont lourds en termes financiers et il faut suivre le traitement. Donc de ce côté, je ne vois pas personnellement le thème, l'utilisation du thème les couples ne doivent pas avoir impérativement besoin d'avoir. Non, c'est une nécessité facile. Humaine. Cela dit, ça nous permet d'interroger donc l'importance et qui c'est peut-être l'impact sur les questions de sécurité alimentaire, socio-économique et puis aussi sur la géopolitique et même la géostratégie concernant la reproduction assistée. Oui. Notamment en matière animale, puisque c'est le thème Tout à fait. de l'émission. Pardon, répétez la question. Juste l'importance et l'impact oui. de cette de la technique. Oui, sur la sécurité alimentaire, sur l'aspect socio-économique et puis tout à fait. Sur les questions géopolitiques et géostratégiques. Oui. Donc, je vais répondre à cette question en illustrant quelques exemples. D'accord. L'Occident est capable d'importer la viande, d'exporter la viande partout. Okay. Ben, si ces pays sont capables de le faire, c'est parce qu'ils peuvent produire massivement. Absolument. Et ce n'est pas des petites populations qu'ils ont chez eux. Au Cameroun, nous sommes, disons, 30 millions. Nous sommes incapables de produire assez pour couvrir nos propres besoins. Chez eux, même le plus petit pays, la Belgique, avec peut-être le même nombre d'habitants, je ne sais pas combien, sont capables de produire plus et de pouvoir exporter. Alors que la surface de ce pays est nettement plus petite que celle du Cameroun, la superficie. Alors comment eux, ils y arrivent et nous, on n'arrive pas? Alors, donc, ça veut dire que pour revenir encore sur cette... Parce que chez eux, j'ai pris la Belgique comme un exemple, hein, c'est pas... ils ont ce problème, ils ont une forte densité de population par kilomètre carré que nous n'avons pas, qui veut dire que nous avons plus de place qu'on pourrait utiliser pour la production. Donc, alors, si eux, ils arrivent à produire nettement plus que nous, jusqu'à exporter, c'est parce qu'ils ont pu mieux adapter les techniques de reproduction et de développement. Absolument. Que nous autres, nous pourrons faire. Donc, nous sommes dans l'obligation d'aller dans cette voie parce qu'il faut que nous garantissons nos besoins puisque nous n'arrivons pas à produire pour l'instant. Il faut que les techniques de production changent. On ne peut plus continuer à élever comme on le fait avant, avec espoir de pouvoir nourrir la population galopante du Cameroun. Employé avec des pôles. Oui, où on a dans sa cuisine, l'arrière de la cuisine, on a un petit sacs de grains de maïs qu'on les vend. Le reste de nourriture, tu donnes. Non, c'est pas avec ça que c'est pas avec ça que vous allez être riche, si c'est le but. C'est pas avec ça que vous allez
produire Non, ça cause massivement. des problèmes. Oui, ça cause des problèmes. Et l'État, en tant que garant de notre avenir collectif, se devrait donc de pousser un peu, d'encourager. Je pense que Donc ce vous qui dites se en fait fait. même mais que bon. ça a des enjeux géopolitiques et Ah géostratégiques ben oui, oui, sur la oui, domination, Ah oui. la captation des marchés, Oh oui, oui. import-export. Ah oui. Bah, regardez encore, on a parlé du conflit en Ukraine. Vous voyez comment un conflit qui ne nous concerne pas, qui se trouve si loin, En si Europe de l'Est. lointain. Plus de Et 6 nous, 000 ici, kilomètres. on a des problèmes. On n'a plus de blé, on pleure. Oui, ben mangeons des patates. Alors, imaginez alors demain, on peut revenir avec un autre problème. Absolument. On peut arrêter de nous vendre d'autres produits de première Ben, nécessité. le riz, Par exemple, le riz. sensiblement 400 milliards Voilà. par an. Et il n'y a pas plusieurs façons de dire non, vous augmentez le prix. C'est tout. Alors, vous le vendez à combien votre kilo de riz 100 000. Ah ben, je n'ai pas de moyens. Ben, tant pis pour vous. Voilà, on n'a pas besoin de dire on ne vous le vend pas. On dit c'est 100 000 désormais parce que les coûts de production sont élevés. Donc, afin d'éviter qu'on en arrive là, on devrait produire pour éviter ce genre de problèmes géopolitiques, parce que c'est ça. Alors, on va devenir la politique alimentaire. Ah, tu veux être mon ami, comme on faisait en cours de récréation. Ah, tu veux être mon ami, Je te donne un bout de donne pain. un peu de... Voilà. Hein? Ah, tu n'es pas mon ami, je te donne rien. Absolument. Voilà, donc il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce que c'est des gens qui mourront à la fin. Absolument. C'est des familles qui seront disloquées. Et qui c'est peut-être des conflits entre pays, entre voisins même d'ailleurs. Je veux dire, entre ceux qui en auront et ceux qui n'en auront pas. Je crois que... À l'extrême nord, là-bas, les Mosgoum et Arabes. Voilà, et puis je voulais même encore aller loin parce que j'ai vu la RCA, par exemple, qui est à côté. Je crois que la RCA n'a pas d'ouverture portuaire. Je pense que tout passe par le Cameroun. Absolument. Imaginez le Cameroun commencer un chantage, on ne va pas vous laisser passer. Donc, même la nourriture devient un moyen que nous ne devons pas négliger. Donc, c'est pour cela que il faudrait, là, ce n'est pas au niveau de l'individu camerounais, ça, c'est certainement la nation, l'homme politique, les stratégies de politique. de mettre sur pied, oui, ces genres de trucs, afin que le pays puisse au moins se produire suffisamment pour couvrir sa propre demande interne. Au moins, c'est cela. Je crois que l'autre point, vous avez mentionné la sécurité alimentaire. La géopolitique, géostratégique, sécurité alimentaire Oui. et aussi socio-économique, les enjeux socio-économiques. Et je voulais ajouter à cela l'aspect de la qualité. Exact. Peut-être vous voulez parler de ça après Exact. ou maintenant. Bon, disons qu'on peut prendre Oui, finissons avec la qualité parce qu'on va revenir sur les limites. Et en cela, j'ai un exemple quand même qui me parle. D'accord. Sur la qualité. Bon, sur la qualité, vous voyez la façon dont les choses sont faites. N'importe qui se déclare éleveur, désormais. Exact. Il suffit que vous ayez 2-3 poules, un petit cabri et une chèvre. C'est fini. Exact. Bon, à ce niveau-là, ça va encore. Vous vendez qu'à vos voisins. Ça, c'est l'impact, c'est au quartier. L'impact est très limité. Exact. Mais pour ceux qui produisent massivement, il faudrait justement, parce que là, l'impact, imaginez que quelqu'un produise des animaux avec avec une grande utilisation d'antibiotiques, par exemple. Exact. OK? On sait il y a des traitements qu'on afflige pour les animaux à quelques jours de leur abattage. Alors, imaginez des gens qui le font et qui mettent leurs produits sur le marché. Vous, le consommateur, vous allez vous acheter, vous ingurgitez tous ces antibiotiques. Mais après, le gros risque, c'est que vous développez des résistances antibiotiques. Donc, le même traitement qu'on vous administrait à l'époque pour traiter votre palu, je ne sais pas trop quoi, vous aurez peut-être généralement la dose, c'est 10 mg, un exemple. Désormais, vous en aurez besoin peut-être de 80. Vous voyez un peu l'impact économique. J'achetais ma dose pour traiter mon palu. Bon, ça, c'est un exemple. Exact. Mon palu à 1000 francs. Désormais, il faudrait que j'aille à 80, donc 8 fois plus, c'est 8000. Il n'y a plus d'argent. Alors les gens sont peut-être destinés à une mort certaine. Pour une cause
qu'on ne voit même pas venir parce que c'est venu de cette viande qui a été maltraitée. Bon, je ne veux pas tirer la flèche sur les producteurs, mais en fait, c'est juste pour montrer des limites. Donc, il voudrait dire qu'en fait, il devrait avoir une association entre les professionnels du secteur et les argentiers. Donc, l'argentier, il est là, c'est-à-dire potentiel homme d'affaires. Hein. Exact. Il a les moyens de pouvoir développer la structure. Il n'a pas forcément les compétences. Il n'a pas forcément les compétences. Et donc, il faudrait avoir cette association. Parce que ceux-là qui ont les compétences n'ont pas forcément les moyens. Exact. Et donc, vous devez absolument venir ensemble et trouver un terrain d'entente. Et ça, ce sont les politiques publiques dans ce secteur. Bon, ça peut être même du privé. Hein. C'est deux personnes dans le privé peuvent s'entendre pour pouvoir arriver à ce genre de trucs. Et là, on est garanti. Au moins, il y a plus de garanties qu'on aura une production de qualité et une production de quantité. Exact. Donc, cette association est impérative. Le seul cavalier qui décide d'y aller tout seul, par exemple, je vais dire un professionnel qui s'y connaît bien, il pourra qu'avoir dans sa ferme un nombre limité d'animaux et qu'il utilisera pour nourrir juste à peine le petit quartier. Absolument. À peine. L'argentier aura toute cette grande ferme, il va produire en masse ce qu'il pourra, il va inonder tout le monde, peut-être pas avec la qualité qu'il faut aussi. Et en plus, quand il demande la qualité, ici chez nous, c'est pas tellement la qualité. On a d'abord faim. Pour l'instant. Hein. On va d'abord bourratif. Voilà. Avant de s'interroger sur... Mais il ne faut pas être bourratif pour une mort certaine. Ça, c'est sûr. Hein? Donc, ça nous permet d'introduire le prochain reportage. Et on en parlait d'ailleurs, les importations, les exportations et les impacts que ça peut avoir sur notre économie. C'est le sujet du prochain élément qu'on va découvrir. Et on l'a dit tout au long de la semaine, la fluctuation du dollar et son impact sur l'euro, évidemment, a des conséquences sur la dette publique camerounaise. On a plus 420 milliards de francs CFA en raison de ces deux phénomènes économiques-là sur notre dette. On va voir tout cela dans ce reportage de Lila Renganze. 420 milliards de francs CFA, c'est le montant qui s'ajoute à la dette du Cameroun. À en croire la récente note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement, cet ajout est la conséquence de la fluctuation du franc CFA face au dollar américain avec l'instabilité du taux de change. Se situant habituellement autour de 500-550 francs CFA, un dollar américain en ce 10 août 2022 équivaut à 642,56 francs CFA. C'est donc sans surprise que la CCA évalue à environ 35 milliards de francs CFA par mois l'augmentation de la dette du Cameroun au cours de la période sous revue, entendez, entre juin 2021 et juin 2022, soit 12 mois. Le gestionnaire de la dette publique au Cameroun précise par ailleurs que cette situation n'a fait que s'aggraver depuis le premier trimestre 2022. En effet, entre le premier et le deuxième trimestre, la variation du taux de change entre le dollar et le franc CFA a augmenté l'enveloppe de la dette publique camerounaise de 172 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 57 milliards de francs CFA par mois. Et cette augmentation a atteint 78 milliards de francs CFA en mai 2022. Pour comprendre ce désagrément en profondeur, il faut évaluer l'accélération de la chute de l'euro face au dollar. Et comme le franc CFA est arrhythmé à l'euro à une parité fixe, l'effet de contagion entraîne sa dépréciation. En rappel, en fin du mois de juin 2022, la dette publique camerounaise s'élève à 11 993 milliards de francs CFA, dont 875,2 milliards de francs CFA pour les entreprises publiques. Voilà pour ce sujet en économie sur notre budget, sur notre dette publique, pardon. Revenons donc au fil conducteur de l'émission avec le docteur Jean Fengan. Je l'ai dit, c'est un agrégé sur des questions animales. Évidemment, il nous fait partager son expertise ici en termes de capacité, de possibilités pour notre pays, pour nos producteurs, pour nos agriculteurs et autres, évidemment, de multiplier des techniques de production animale. Cela dit, on va essayer d'interroger à présent les limites
de la reproduction assistée. Mais avant, je voudrais commencer par une image. On va peut-être évoquer d'autres aspects tels que l'applicabilité de cette technique en termes de choix. On va voir le choix des espèces animales d'intérêt, la disponibilité du personnel approprié. Mais je voudrais, comme je l'ai dit, commencer par une image. On a vu, on a vécu à travers les médias occidentaux notamment, des phénomènes tels que la grippe aviaire, des phénomènes tels que la vache folle, qui, lorsqu'on parle de reproduction assistée, même sur le plan psychologique, on se dit, tiens, ce sont des techniques qui forcément ont des composantes chimiques et qui peuvent avoir un impact des enjeux. Vous avez une lecture, une approche par rapport à cette appréhension du consommateur que nous sommes ici au niveau de l'Afrique, du Cameroun? Bon, je dis, enfin, pour revenir, je vais limiter mon propos à l'application de la reproduction assistée, en fait. En fait, la reproduction assistée ne fait qu'amplifier ces maladies. En fait, dans une production limitée et contrôlée, l'impact de ces maladies n'aurait pas été aussi important. Donc, ce qui veut dire, en gros, si vous produisez 10 animaux par an, comparé à quelqu'un qui en produit 1000, pour peu qu'on dise qu'il y a une pathologie qui circule, celui qui en a 10, lui, ça passera inaperçu. Donc, avec 1000, là, l'impact sera énorme. Donc, en fait, du coup, en fait, ça rappelle aux acteurs du secteur de pouvoir maintenir sur place ce qu'on appelle la biosécurité. Elle est très importante. Biosécurité dans la production, dans la production des aliments. Ça, c'est très important parce que vous aurez pu faire tout, améliorer le système de management de votre farm, le mettre à l'optimum. Mais la nourriture qui vient pour les nourrir, l'alimentation du bétail, que vous potentiellement achèterez par un autre fournisseur, dont vous n'aurez peut-être pas le contrôle, cette alimentation à elle seule pourrait détruire vos efforts. Exact. Et ça, c'est très. Je crois que c'est un truc pareil qui a ramené le truc pour la dioxine. Exact. Un camion potentiellement contaminé quelque part, donc qui s'est baladé à distribuer la nourriture à gauche et à droite et avec ces agents contaminants. Voilà. Donc, toute la chaîne devrait suivre ce système de biosécurité, d'hygiène. Ça, c'est d'un. Et de l'autre côté, donc, dans la production elle-même, dans votre ferme, il est très important donc, de pouvoir, parce qu'il y a des animaux qui possèdent des maladies génétiques. Donc, éviter des trucs de cancer. Quand on pratique cette technique, il faut limiter les risques de contamination. Consanguinité. Ah, d'accord. Consanguinité. Okay. Oui. Dans le mot me venait en français. Je rappelle que vous vivez aux États-Unis, donc les téléspectateurs comprendront cette hésitation. Consanguinité. Exact. Donc, en fait, très souvent, il faut limiter l'impact de cela. De peur que certaines maladies cachées puissent ressurvivre et pouvoir avoir cet impact majeur dans votre production. Donc, pour ça, il est toujours bien de changer, remplacer son noyau reproducteur. Alors, cela dit, on va aborder à présent la question des cas de l'Afrique et du Cameroun en particulier sur la nécessité de satisfaire les marchés, les besoins de marché en termes de produits laitiers et viandeux, évidemment en rapport avec la reproduction assistée. On peut faire peut-être un inventaire, un état des lieux, des races en présence et des productivités résultantes. Yeah. Question très intéressante, parce que après avoir, comme je l'ai dit à l'entame, visité plusieurs pays, et à la fin, donc, je me suis décidé vraiment, contre bon gré, mal gré, de me concentrer beaucoup plus à l'élevage, l'agro-pastoral dans les tropiques. D'accord. J'ai constaté de par mes multiples déplacements que l'Occident, les pays du Nord, ont déjà atteint leurs limites et n'ont pas les mêmes problèmes que nous.
Donc tout à l'heure, on a parlé du bourratif. Pour eux, ce n'est pas du bourratif. Ils ont atteint le bourratif, maintenant c'est la qualité. Donc ça, ce n'est pas notre sujet. Mais en fait, on ne doit pas, ça doit être notre ligne de mire. Alors, différents voyages faits ailleurs, je peux comparer et voir. Et voir à quel niveau se retrouve le Cameroun. L'un des voyages, notamment au Nigeria, pour faire également ce travail, dont je suis le Nigeria, puisque les voisins, nous partageons les mêmes problèmes transfrontaliers. Très souvent, c'est les mêmes animaux qui traversent les frontières. Ce que je pourrais dire, ce que je vois et que je pourrais commenter dessus ici au Cameroun, nos vaches, hier, pas plus tard qu'hier, me baladant du côté de Bonabéry, j'ai dû voir beaucoup de vaches en circulation, certainement pour l'abattoir. Bon, est-ce le meilleur moyen de les transporter? Enfin, de les passer d'un point A à un point B. On ne sait pas d'où ces animaux viennent, enfin, je veux dire la distance. Exact. Parce que la réalité, c'est que plus ces animaux marchent, plus ils sont exposés. Plus ils sont exposés. Et le rendement musculaire n'est pas forcément au rendez-vous parce que toute l'énergie que ces animaux emmagasinent en broutant l'herbe à gauche et à droite, ils redépensent toute l'énergie pour l'effort. Voilà. Et donc, en fait, le gain n'y est pas forcément. Donc, les capacités nutritives, évidemment, ne sont pas... Ça aussi, donc, oui, les qualités organoleptiques, tout ça n'y sont pas. Donc, c'est là on perd un peu de la qualité. On perd de la qualité. Donc, il veut dire qu'en fait, tout le système devrait, en général, devrait être repensé, en fait. Je reconnais quand même que, vraiment, j'étais surpris. Il y a beaucoup de succès au Cameroun, mais ils sont toujours limités. L'impact est limité. C'est-à-dire que, bon, j'ai vu au Cameroun des éleveurs produisent du lait, qui sont du lait mis sur marché. Mais le marché reste encore limité. Des gens produisent, vraiment, il y a des productions de qualité au Cameroun. Ça, j'étais vraiment surpris. Mais il faut que l'impact soit généralisé. Alors, généraliser, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que les distances, je ne sais pas si c'est une prochaine question, les distances entre les bassins de production et les bassins de consommation soient réduits. Exact. Bon, je ne dis pas qu'on doit mettre un pro de l'autre, il y a des moyens. Je crois au Cameroun, le bassin de production bovin se trouve au nord. Bon, même si je crois que c'est déjà un peu partout, mais principalement là-bas. Alors, comment faire pour parvenir des productions, éventuellement laitières ou viandeuses, du Nord sur les marchés principaux que sont Douala et Yaoundé? Bon, bien entendu, je ne néglige pas les autres. Cela nous ramène... Est-ce que le transport des bœufs sur route, se promener tous les jours, c'est bon? C'est bien. Ben, on a mentionné, il y a beaucoup de pertes. Alors, il peut y avoir des transports par camion. Peut-être que c'est risqué du fait de nos routes. Et il reste encore un autre truc qui serait viable, la transformation. Si on a des abattoirs fiables, je pense, et je suis sûr qu'il y en a, j'ai vu la Sodepa en Gaoundéré. Exact. Alors, abattre les animaux avec le sceau des vétérinaires pour s'assurer que la qualité y est. Et il y a des protocoles d'abattage pour garantir la qualité de la viande au final. Absolument. Ça, on les a. Donc, on le fait. Et la viande produite est empaquetée dans les conditions optimales de congélation, de réfrigération, lesquels produits pourront être distribués partout au Cameroun. Absolument. Bon, je ne sais pas comment c'est fait. Au moins, en faisant comme cela, on est sûr que la bonne viande sera distribuée partout au Cameroun. Et tout le monde en profite. Et tout le monde en profitera. Un peuple sain, fort, en santé. Voilà. Et s'enchaîne la production. Et tout le monde est content. Et puis l'économie tourne. Et alors, maintenant, ce que j'ai dit au Nigeria, et ils sont en train de le faire, à Abuja, je voyais des vaches qui se promenaient partout autour des autoroutes, tout ça là. Et
on était au ministère, je ne sais plus comment, enfin, qui s'occupe des animaux également, à Abuja, c'était intéressant. Je crois qu'il y avait l'un des conseillers du président Buhari qui était là. On a beaucoup discuté sur des options. Et c'était très... Je suis content de voir que je suis allé finalement 2-3 fois pour la mise en place de ces choses, discuter. Et donc, ces choses sont dans... Par exemple, celui-ci, je voulais proposer à nouveau, je ne sais pas si ça se fait. Ça consiste en quoi pour ces animaux qui se baladent? Bon, qui se baladent, vous savez, il y a des zoonoses, il y a ceci, cela, donc ça, c'est pas bien, des risques d'accident, des vaches qui se promènent à gauche, à droite. La promiscuité avec l'être humain, c'est pas vraiment... avec tout être humain, donc c'est pas recommandé. Donc, il faudra maintenir chacun là où il appartient. Alors, c'est pas que je pousse au confinement des animaux. Okay. On peut faire la production en masse dans une circonscription bien contrôlée, où les bovins, enfin on a beaucoup limité sur les bovins, mais en fait il y a les autres espèces porcines et autres volailles. En fait, les volailles sont déjà en confinement, les porcins sont en confinement, les bovins peuvent être en confinement dans des ranchs, okay, où les compléments alimentaires peuvent être donnés. Donc, on voit bien chez les porcins, les volailles, il y a des aliments, les provenderies. Donc, on y va, ils fabriquent, on y va, on achète, on vient. La même chose peut être valable pour les bovins. Donc, que des gens, qu'on décide, sur des hectares de terrain, puisqu'on a des terrains au pays, juste produire du fourrage. Ça peut devenir une activité professionnelle rentable. Absolument. Vous avez un terrain, au lieu de laisser des... C'est-à-dire que des régions peuvent se spécialiser, peut-être des communes. Oui, ça devient la marque de... Ça devient... Vous êtes spécialisé pour produire certaines herbes pour l'alimentation du bétail. Ça devient votre spécialité au lieu de laisser des grandes forêts qui vont peut-être servir à grand chose. Et donc, produire que ça, les empaqueter et envoyer dans les bassins de production animale. Et au lieu d'avoir des animaux qui se baladent, c'est plutôt maintenant des herbes qui se baladent et puis on les nourrit et on les abat sur place et on renvoie les trucs partout. Ils le font. Enfin, à une certaine échelle, ils le font. Ici, je pense qu'au Cameroun, ça marcherait très bien. D'accord. On va prendre le dernier reportage et puis revenir pour les conclusions. Il nous reste pratiquement beaucoup de temps. Cette fois-ci, nous parlerons de la célébration du 108e ou alors de la 108e édition de la disparition de Rodolphe Douala Mangabel. La communauté Sawa et quelques invités se sont retrouvés à Bali pour cet événement-là. Suivez ce reportage. Mausolée des rois à Bonandio à Douala ce lundi 8 août 2022. Autorités administratives, chefs traditionnels, membres de la famille rendent hommage à Rodolphe Douala Mangabel, mort par pendaison le 8 août 1914. Chef de la résistance contre l'expulsion des Douala de leur terre pendant la période coloniale, le combat de Rodolphe Douala Mangabel est encore d'actualité 108 ans après son décès. Nous sommes chassés comme des malpropres, comme le prouve ce qui s'est passé à Essengue et à Dikolo. En tout cas, plus jamais ça. Outre Rodolphe Douala Mangabel, Adolphe Gossondine, Martin Paul Samba, William Madola font partie des martyrs de 1914 que la communauté traditionnelle Sawa commémore ce mois d'août dans le cadre de l'événement baptisé Tété Kombo. Ma présence déjà témoigne de la solidarité qui existe entre nous, successeurs de nos illustres ancêtres, à ces différents trônes. Les chefs sont regroupés autour d'une structure nationale, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, dont je suis le président en République. Nous sommes ici aujourd'hui d'abord pour célébrer
mémoire du héros Kofi Douala Mangabel. Il a été tué par le colon parce qu'il défendait la terre de sa communauté. Le problème de terre au Cameroun est un problème crucial. Ce 8 août marque la fin d'une semaine d'activité au cours de laquelle la question foncière a été largement débattue. Revenons donc sur le plateau en fait pour conclure cette émission. Docteur Jean Funga, alors en 90 minutes, on a essayé évidemment de reparcourir les enjeux de nos besoins alimentaires et qui pourraient être satisfaits à travers la reproduction assistée. S'il faut dire un mot en conclusion, que c'est peut-être à l'intention des pouvoirs publics, à l'intention des consommateurs que nous sommes par rapport à cette problématique, que diriez-vous? Bon, en un mot, je ne pense pas que je pourrais résumer à ce niveau, mais en fait, je crois que il est important. La sécurité alimentaire de nos pays, du Cameroun en particulier, repose sur tout un chacun. Tout un chacun, c'est-à-dire que déjà les 30 millions de Camerounais que nous sommes, parce que nous devons manger, et donc les 30 millions de Camerounais doivent être conscients qu'il faut pouvoir consommer du Camerounais en premier. Bon, si les prix sont abordables. Absolument. Et les prix sont abordables seulement si les acteurs publics insistent à rendre ces prix abordables. Et il y a plusieurs moyens de les rendre abordables. Là, on a parlé de nos terrains, les terrains disponibles. Pour cela, au lieu de l'importation massive pour des choses que nous pourrons faire également. Et si même il y a besoin d'importer, on pourrait toujours s'assurer qu'il y ait une production locale pour satisfaire le besoin des moins nantis. Autre chose, donc on a parlé au début des Camerounais de l'étranger, qu'ils soient binationaux ou je ne considère pas un Camerounais qui aurait pris une nationalité étrangère un étranger. C'est un Camerounais. Donc je les appelle toujours Camerounais. Leur impact est aussi également important. Et il faudrait qu'il y ait cette association entre les Camerounais, l'étranger et les Camerounais à l'intérieur pour pouvoir accélérer le développement. Parce que les Camerounais de l'extérieur ont une culture différente, ils ont une expérience théorique, pratique, et même, ils ont toutes ces expériences qu'ils pourraient mettre au profit de ceux au Cameroun. Absolument. Et pour pouvoir accélérer ce développement. Donc je crois que dans cet effort, personne ne devrait être tenu à l'écart. Nous avons tous un rôle à jouer et il en va de la survie de nos pays pour les décennies à venir. Je le rappelle donc, Jean Funga, qui était l'invité de ce dimanche, est agrégé en sciences animales au département de sciences animales et laitières de l'Université d'État du Mississippi, c'est aux États-Unis. Il est diplômé des universités françaises. Ses travaux de recherche incluent une variété de collaborateurs et un nombre considérable de publications sur ces diverses questions. Vraiment, merci infiniment d'avoir apporté votre expertise sur ces questions à nos téléspectateurs ce dimanche. Merci de m'avoir accueilli. Merci bien. Madame, monsieur, merci encore d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi. D'avance, je vous dis un bon début de semaine. À dimanche.